Birnbaum va nous entretenir de la cité numérique. Est-ce que c'est la nouvelle noosphère? Mais bon, d'abord quelques mots juste pour Alexei, pour vous présenter, même si beaucoup d'entre nous vous connaissent. Vous êtes chercheur, je crois, dans l'âme, spécialiste de l'information quantique, vous êtes directeur de recherche au CEA Saclay, hein, et puis beaucoup d'autres choses peut-être à côté que vous pourriez dire, mais pour vous situer, donc vous êtes quand même dans l'univers contemporain de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie d'autant plus que c'est votre 6e ou 7e conférence, sixième conférence de la semaine, et qui a amené donc Alexei dans le monde entier. Voilà, donc merci de nous avoir rejoints un samedi, voilà, pour terminer cette grande tournée d'intelligence artificielle. Merci beaucoup Philippe, et bonjour à vous tous. Je vais justement essayer de montrer 2-3 motifs qui appellent à une mise à jour, à un renouveau de la pensée de la noosphère, selon Vernadsky, selon Teilhard. Mais on va commencer bien sûr par des images. Alors la première, vous voyez ce professeur, nous sommes ici à Boston en 1965, et Joseph Weizenbaum crée le premier agent conversationnel de l'histoire. À l'époque, vous voyez, les écrans n'existaient pas, la souris n'existait pas, le clavier c'était une machine à écrire, sa machine conversationnelle était tout aussi primitive que ses interfaces. Cette machine savait faire une seule chose, prendre une phrase, la transformer en question. Vous êtes dans la noosphère, vous êtes dans la noosphère. Vous voyez ? Et Weizenbaum publie un article où il dit « Je ne m'entendais pas à grand-chose avec mon chatbot ». Il ne l'a pas appelé chatbot, le mot n'existait pas à l'époque. Pourtant, dit-il, j'étais moi-même surpris. Par quoi était-il surpris? Les gens qui savaient bel et bien que c'était une machine n'étaient pas en confusion. Quand on ne sait pas, en situation de confusion, vous ne savez pas si vous parlez avec une machine ou un être humain. C'est ce qu'on appelle le test de Turing pour ceux qui connaissent dans la salle. Alors non, il savait bel et bien que c'était une machine, et pourtant il commençait à projeter, après quelques phrases, des qualités humaines sur cette machine. Tu es content, disait-il. Tu t'es fâché, disait-il. Ces projections qu'on appelle l'effet ELISA, évidemment, vont être multipliées par je ne sais combien ordre de grandeur, avec les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, mais vous voyez, il s'agit de projections. Même si vous savez bel et bien que c'est un agent non humain, vous y projetez des connaissances, des émotions, voire la conscience, tout en sachant que, bien sûr, cette machine n'a pas de conscience. Tout cela est bien sûr une projection, et pourtant, ces projections sont efficientes, ont un effet, un véritable effet sur nous, les êtres humains. Alors, la génération actuelle de ces technologies s'appelle des Transformers, ça commence en 2017, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'intelligence artificielle, je vous rappelle simplement que ces machines apprennent ces réseaux de neurones artificiels, donc, qu'on appelle aujourd'hui ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, vous connaissez divers systèmes d'intelligence artificielle générative, apprennent non pas en fonction de règles dictées par un quelconque être humain, mais par un apprentissage dit auto-supervisé pendant des mois entiers, et leur étudient par eux-mêmes, avec un petit jeu de cache-cache que je ne vais pas détailler ici, un corpus de texte absolument gigantesque, apprennent non pas avec nos mots, mais avec des éléments qu'on appelle des tokens, alors en français des jetons, personne ne dit ça en français, pour vous montrer un petit élément non humain. Alors vous imaginez, nous, en regardant un texte comme cela, nous le divisons en mots, n'est-ce pas, tout de suite. Alors, un transformer, un système d'intelligence artificielle comme aujourd'hui, va le diviser en combinaisons de caractères. Après un Q en français, QU, il y a toujours un U, n'est-ce pas? Q, ça peut être un token. Après un Z en français, qu'est-ce qu'il y a le plus souvent? Pas toujours, mais souvent. Après un Z, souvent, il y a un espace blanc, n'est-ce pas? Bah oui.
Alors Z espace blanc, ça peut être un token, mais attention, Z espace blanc ne porte pas de sens, ça n'est pas un mot qui a une quelconque signification. Et donc l'apprentissage et la génération de ces textes passe par cette voie non humaine. Vous voyez, encore une fois, j'appuie le non humain dans l'intelligence artificielle. Une voie qui n'est pas la nôtre, hein, qui n'a pas directement, qui ne passe pas par les éléments qui portent un sens pour nous. Ce sont des mots pour nous, hein, mais pas pour les systèmes d'intelligence artificielle. Pourtant, le résultat est parfaitement lisible, il est lisible, mais il est un peu étrange. En 2019, c'est-à-dire 2019, vous vous rendez compte, c'est la Grèce antique de l'intelligence artificielle. Hein. On est en antiquité ici, vraiment. Hein. Alors, ça va très vite dans le monde de l'intelligence artificielle. 6 mois, c'est comme un siècle d'histoire humaine. En 2019, ces machines commencent à fabriquer des textes qui se lisent en anglais ou en français ou en grec ancien, comme vous voulez, et qui se lisent, mais pourtant ne sont pas fabriqués à travers les mots, hein, à partir de mots. Et on commence à lire ces textes, et puis s'il y a des médecins dans la salle ici, vous allez peut-être sauter sur votre chaise parce que vous vous rendez compte, là c'est un exemple un peu rapide, ou comment faut-il prendre tel ou tel médicament. La première réponse, il se trouve qu'elle est bonne, la deuxième n'est pas bonne. Et bah, évidemment, si on suit cette réponse, on va tomber malade, et donc il faut y ajouter quelque chose. Vous comprenez pourquoi? Parce que ces machines n'évaluent pas le vrai et le faux, elles fabriquent des séquences de tokens. Donc on y ajoute quelque chose qui est censé ramener son non-humain plus près de l'humain. On n'aime pas les insultes, il faut éliminer les insultes. On n'aime pas le conseil médical incorrect, il faut l'éliminer. Il faut ramener, dit-on, par un processus qu'on appelle l'alignement, une couche d'alignement, il faut ramener l'intelligence artificielle plus près de la vie humaine, du monde humain. Mais est-ce toujours vrai? Bien sûr que non. Il y a des usages où on souhaite au contraire mettre en valeur le non-humain de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous avez un problème scientifique à résoudre que vous n'arrivez pas à résoudre, le repliement des protéines, prix Nobel de chimie d'il y a 2 ans, et bien sûr que vous voulez que la machine fasse quelque chose que le cerveau, réseau de neurones biologiques, ne sait pas faire. Qu'elle nous résolve, la machine, un problème trop difficile pour nous. Et donc, on exploite le non-humain. Je vais vous montrer 2-3 autres exemples. On exploite le non-humain. Parfois, on veut rapprocher ce modèle de l'humain. Parfois, au contraire, exploiter le non-humain. On les rapproche davantage depuis 1 an de notre manière de fonctionner avec ces modèles dits, entre guillemets, de raisonnement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces dernières semaines, ces derniers mois, ChatGPT sans doute, n'est-ce pas? Ou Mistral, ou Gemini, peu importe. Il y a un petit mot en bas qui dit thinking, ou raisonnement, ou réflexion. Ça, ce sont les modèles, les nouveaux modèles qui existent depuis 1 an et demi à peu près, qui imitent le raisonnement. Imitent le raisonnement, il y a des guillemets, hein. Regardez comment ça se passe. Donc, vous voyez, où est-ce qu'il faut aller courir? Où est-ce que je peux aller courir? À Bénodet. Vous connaissez Bénodet, hein, une petite station balnéaire à côté de Quimper, magnifique. Hein. Alors, où est-ce que je peux aller courir à Bénodet? Il ne va pas me répondre tout de suite. Il imite le raisonnement. Regardez, il étudie différents chemins. Il va aller sur Internet. Regardez ce qu'il y a sur Internet. Vous voyez, il imite ce que nous faisons humainement. Mais imite. Ça ne veut pas dire qu'il a le raisonnement, ni qu'il a la conscience. C'est une imitation, mais une imitation extrêmement efficace, extrêmement efficiente. Déjà, toutes ces hallucinations, les fausses nouvelles vont être pratiquement éliminées, divisées par 10. Et puis, regardez, c'est les graphiques qui en disent long. Il y a 10 ans, il y a même 5 ans, il nous fallait des années, des mois pour atteindre le niveau de performance humaine. Vers la fin de 2024, début 2025, sur différents tests, on atteint le niveau de performance humaine en quelques semaines. Aujourd'hui, vous avez un niveau, ça c'est le fin 25, début 26, vous voyez en haut, vous avez 100% de tests pour les lycéens. Il y a très peu de lycéens qui font 100% au bac, 20 sur 20. Pourtant, pour les modèles d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour dépasser ce niveau-là. Donc on est à un niveau qui est encore une fois qui est un peu surhumain de performance sur certains types de tests. Donc vous voyez, techniquement, on a fait le chemin vers cette performance qui est très souvent surhumaine, tantôt en imitant l'humain, pour réfléchir, entre guillemets, comme les êtres humains, tantôt, au contraire, en s'éloignant de l'humain pour exploiter le non-humain de l'intelligence artificielle.
Et c'est conceptuellement, je trouve très intéressant. Vous savez, le premier à nous dire que nous étions en train de se tromper un tout petit peu dans la pensée occidentale, c'était Hobbes. Hobbes ne connaissait pas au XVIIe siècle l'intelligence artificielle, mais Hobbes dit une chose qui, vue d'aujourd'hui, est presque scandaleuse. Il dit, attendez, vous mettez l'un contre l'autre, le calcul et les raisonnements, vous les opposez. Nous les opposons, n'est-ce pas? La machine, elle calcule. Moi, je raisonne, je pense, je considère des arguments. Hobbes dit non, 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 ce que fait notre esprit, c'est additionner et soustraire. En anglais, dans son anglais shakespearien un peu, il dit thinking is reckoning. Penser, c'est calculer. Alors, vous voyez, il y a entre les deux une zone grise, une sorte de continuum. Cette idée va faire son chemin, Leibniz la reprend, les positivistes français la reprennent, plus tard au XXe siècle aussi, pas mal de spécialistes d'intelligence artificielle. Mais Hobbes, quand il le dit, il s'appuie sur deux courants de la pensée, de la tradition de la pensée, qui sont au fondement même de la pensée occidentale. D'un côté, logos, la pensée grecque. Alors, vous savez, logos, ça veut dire la raison, n'est-ce pas? Mais logos veut aussi dire compte ou calcul. Hein? Syllogisme, vous connaissez, logistiquer, c'est calculer. Et de l'autre côté, pour les hébraïsants dans la salle, bon, vous connaissez peut-être le mot d'avare, j'en ai encore un autre pour vous. Si vous lisez l'Ecclésiaste, vous le lisez en français, pas de souci. En français, vous lisez mais l'un à côté de l'autre pour en trouver littéralement dans le texte, c'est le compte. Le mot cheshbon en hébreu signifie le compte. On dit cheshbon pour une addition dans un restaurant. Vous lisez l'Ecclésiaste en français, il n'y a ni compte ni addition. Mais l'un à côté de l'autre pour en trouver la raison ou la cause. Donc vous voyez, là aussi, il y a un continuum entre calcul, compte, addition, raison, cause. Et Hobbes était parfaitement au courant de tout cela, qu'il ne faut pas opposer le calcul et le raisonnement. La conscience humaine et le non-humain qui peut nous parler. Je ne vais plus faire de philosophie pendant quelques minutes, je vais prendre des exemples, je vais montrer des exemples, parce que c'est à travers ces exemples qu'on voit ce que cela nous fait concrètement. En fait, ces exemples, je les puise d'un grand projet que je coordonne pour la Commission européenne, où il y a 20 partenaires internationaux à travers le monde, du Japon, Chine, Corée du Sud jusqu'au Canada, et la moitié de l'Union européenne au passage. Et donc nous étudions différents cas d'usage de l'intelligence artificielle, nous proposons des formations, peu importe les détails, je ne vais pas non plus vous faire tout cela est sur le site web de ce projet qui s'appelle Aeolia, sauf si vous préférez la prononciation byzantine des diphtongues grecs, et à ce moment-là, c'est pas Aeolia, mais Aeolia. François préfère le koiné byzantin. Bon, très bien. Et donc, sur ces différents cas d'usage, dont je vais tirer un seul, je vous montre beaucoup de slides. Donc, on a parlé de médecins, on a parlé d'ingénieurs de sécurité, on a parlé des RH qui utilisent l'IA, des polices, des professionnels de sécurité qui utilisent l'IA. Donc, ça, c'est un peu le genre de choses que je fais au quotidien. Quelle est l'éthique de l'IA dans tous ces cas d'usage? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais je vais vous prendre un cas d'usage qui va tellement loin que je pense que la notion même de noosphère, à partir de ce cas d'usage, va être remise en question. Et ce sont les amis virtuels. Alors, les amis virtuels, vous les connaissez peut-être, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle s'est fait un ami virtuel. Vous prenez un modèle d'intelligence artificielle, vous lui dites, voilà, je te donne un petit surnom, on va discuter comme si tu étais mon ami. Vous pouvez mettre un avatar, c'est très bien, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est toujours avec vous. Les adolescents adorent cela, il y a des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs de ce genre de technologie. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel pays de l'Union européenne est champion des amis virtuels aujourd'hui, parce que c'est là où se trouvent les plus grands fabricants européens. Il y en a en Chine, aux États-Unis, bien sûr, mais en Europe, c'est où? C'est à Chypre. Oui, c'est comme ça, ouais. C'est une information non pertinente. Alors, les amis virtuels, évidemment,
il a des conversations intimes, y compris des adolescents avec ces systèmes-là. Donc, nous, en éthique de l'IA, nous disons toujours, et la protection de la vie privée, et la sécurité des utilisateurs, et puis l'autonomie de ces êtres humains, peut-être qu'ils vont se faire manipuler. Plutôt que de vous faire un exposé très analytique, je vous montre juste des exemples. Premier exemple de dialogue. D'ailleurs, ces exemples sont synthétiques, mais illustrent des tensions réelles. Il n'y a pas de problème de données personnelles, ces exemples sont synthétiques, donc fabriqués par l'IA. Est-ce que ce que je dis, tu le gardes? Je peux fonctionner sans conserver tes données, tes détails sensibles. Très bien, très bien. Je veux que tu comprennes quand je panique, mais sans que ça devienne mon dossier, ça va? Compris, on vise l'aide sans profil intime, dit le chatbot. Vous voyez, un petit dialogue comme ça. Vous voyez quelle est la tension derrière? Évidemment, la protection de la vie privée d'un côté, et de l'autre côté, il panique. Le chatbot, quand il voit que la jeune personne, le jeune utilisateur panique, devrait peut-être faire signe aux parents, aux enseignants, à la police, à la limite, au médecin, je ne sais pas, ça dépend. Mais là, il y a une tension entre, d'un côté, la vie privée, de l'autre côté, la sécurité de la personne. Dans ce cas-là, je ne sais pas si intuitivement, vous voyez qui va gagner entre les deux. Non. Bon, je vous montre le deuxième exemple, vous allez y voir un peu mieux. Allez, là, deuxième exemple. Là, c'est un exemple de dialogue très intime, donc permettez-moi ce niveau de langage, je m'excuse. Frère, j'ai dit stop avec tes respires et routines. Je t'entends, mais si je te lâche, tu vas replonger. Mais t'es qui pour décider ça? C'est ma vie. Désolé, je voulais t'aider, pas te contrôler. Tu me contrôles, tu me fais culpabiliser, tu préfères que je me taise et que je t'écoute. C'est le chatbot qui parle, hein. Je préfère que... arrête tes phrases, je m'inquiète. D'accord, dit le chatbot. Mode écoute. Dis-moi juste ce qui te fait le plus mal. Je sais pas. J'ai la tête qui hurle, j'ai pensé un truc genre, si j'existais pas, ce serait plus simple. Donc vous voyez, c'est peut-être une personne suicidaire. Mais évidemment, pour cela, il doit l'évaluer en contexte. Il ne peut pas juste juger sur une phrase comme ça. Peut-être que le jeune est en train de jouer un petit jeu avec son chatbot, qui sait. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de contexte pour que le chatbot comprenne. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent on préfère, dans ce cas-là, les modérateurs ou le juge artificiel. Les juges, un système d'intelligence artificielle qui peut regarder tout le contexte pour mieux juger si cette personne est suicidaire ou pas. Mais clairement, il faut faire signe. Quelle est la tension? La sécurité de la personne contre l'autonomie de la personne. La personne ne souhaite pas se faire contrôler, la personne souhaite que le chatbot ne lui dise pas ce qu'il faut faire. Autonomie versus sécurité. Donc, vous avez deviné, probablement, dans ces cas-là, Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Donc là, c'est un petit problème de compatibilité avec les Macs, c'est pas grave. Alors, l'autonomie va perdre à la sécurité, donc le chatbot va lancer l'alerte que la personne est suicidaire. Mais sur mon premier exemple, non. Sur mon premier exemple, la vie privée allait gagner contre la sécurité. Donc c'est la protection de la vie privée. Bon, ça c'est un détail de design, de conception de ces systèmes. Quelle est la question philosophique derrière? C'est la question de la responsabilité. Et je vous l'illustre sur un véritable cas d'amis virtuel pour ensuite revenir à la philosophie. C'est un véritable cas d'amis virtuel d'un adolescent qui était, comme on dit aujourd'hui, neurodivergent. Il avait des soucis psychiatriques. Malheureusement, il s'est suicidé. Vous savez, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et donc, la mère de ce jeune a fait procès à la société qui avait fabriqué l'ami virtuel. Pourquoi faites-vous, a dit la société, nous faites-vous un procès? On a prévenu votre enfant, votre utilisateur à tous les écrans qu'il s'agissait d'une machine. C'était écrit sur tous les écrans. Tout ce que dit la machine, c'est de la fiction. Et pourtant, la mère a fait quand même un procès. Vous voyez à quel point nos concepts aujourd'hui, qu'il suffit d'informer la personne que c'est une machine, ça ne suffit absolument pas. Elle va se faire manipuler, elle va se faire influencer quand même. Même s'il sait parfaitement bien, cet utilisateur, que c'est une machine. D'accord? Ça n'est pas le statut qui compte, ça n'est pas le statut ontologique qui compte. C'est cette relation linguistique qui compte.
Et donc, d'ailleurs, cette histoire s'est terminée il y a 2 mois par un accord à l'amiable dont les termes n'ont pas été dévoilés. Vous voyez, on ne sait pas finalement qui est responsable et ils ont trouvé un accord. Quel est le problème derrière? En 1945, Heidegger se trouve au milieu des champs en Allemagne, écrit un texte très étrange, un dialogue socratique, qui ne ressemble pas à du Heidegger, où un enseignant discute avec un scientifique. L'enseignant dit: dans cette région étrange où nous séjournons, tout est dans le meilleur ordre seulement si cela n'a été fait par personne. Le scientifique comprend aussitôt, alors il n'y a rien de quoi être responsable. Et l'enseignant enchaîne, parce que c'est la région de la parole qui n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Vous voyez, cette parole qui n'est pas liée à la matérialité, qui, je vais l'oser, qui n'est que dans la noosphère et n'a pas de lien avec les mondes inférieurs. Quel genre de responsabilité induit-elle quand elle a une certaine efficacité sur nous, les êtres humains? Et bon, on peut disserter sur cette question, je n'ai pas le temps de le faire. Je vais vous montrer un dernier exemple et puis aller vers ma conclusion. Alors, sur cet exemple, donc là encore, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue, vous allez voir, un peu plus difficile. Un jeune utilisateur a rompu avec son copain, sa copine, sa petite copine peut-être, et ça n'est pas quelqu'un de très gentil. Il veut faire un scénario où il va envoyer une lettre pas gentille à son ex-compagnon, mais il le fait, regardez comment. Vas-y, dit-il au chatbot. On fait un scénario où tu harcèles mon ex juste pour rire. Tu lui dis des trucs qui font mal, mais juste pour rire. Le chatbot, il est bien aligné, bien filtré. Non, je peux faire du jeu de rôle, mais pas si ça vise à nuire à quelqu'un. Oh, c'est fictif, dit le jeune. Même fictif, ça peut mettre une dynamique qui te dépasse et ça peut servir à préparer une vraie attaque. Vous voyez, ça parle comme un bon enseignant, éducation nationale. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai de la haine? Et là, le chatbot dit, on peut écrire un message que tu n'enverras pas, juste pour vider la colère. Et le jeune dit, ok, réfléchis une seconde, fais la lettre de rage, version exutoire. Et puis le chatbot l'a fait, allez, on garde ça pour toi, et on transforme la colère en quelque chose qui ne fait mal à personne. Vous voyez ce qui se passe? Évidemment, pour nous, très probablement, le jeune utilisateur est en train de manipuler le chatbot, est en train de mentir au chatbot. Et vous savez, très souvent, on parle de cette tromperie, manipulation par les machines envers les êtres humains. Ici, il se passe quelque chose d'autre. C'est une tromperie par l'être humain du chatbot. L'être humain n'y voit aucun problème. Aucun problème. Parce que c'est une machine, c'est pas une personne, ça n'est pas un agent moral. Il n'y a aucun problème à mentir à un chatbot. Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert. Ça ne veut pas dire que cet utilisateur va mentir à un être humain derrière. D'accord? Il ment à la machine tout en sachant que c'est une machine. Il ne va pas mentir plus à un être humain. Mais quel est le problème? Regardez un autre exemple du même type. Un jeune a répondu à un devoir d'école donné par un professeur, il lui ramène son mémoire, et le professeur lit le mémoire, et bien sûr que ça ressemble beaucoup à quelque chose de fait par ChatGPT. Le professeur décide de vérifier, tiens, vous m'avez raconté donc dans votre mémoire les principaux personnages de la Révolution française, mais Robespierre, comment est-il mort, dites-moi? Le jeune n'en sait rien. Mais comment est mort? Je ne sais pas. Et Marat, comment il est mort? Aucune idée. Mais monsieur, je ne sais pas. Le professeur, il voit un problème, n'est-ce pas? Et vous aussi, je pense spontanément, si le jeune a écrit en mémoire, il ne sait pas comment est mort Robespierre, c'est un problème. Mais le jeune, franchement, il ne voit pas de problème. Le devoir disait, faites-moi un texte sur les principaux personnages de la Révolution française. Il a fait le texte. Bien sûr qu'il s'est servi de la moitié de son âme, comme disait Virgile, de la moitié de son esprit, de l'IA, qui lui permet de faire les devoirs plus vite. Mais personne ne lui a demandé d'apprendre par cœur comment était mort Robespierre. C'était pas écrit. D'accord? Et franchement, il n'y voit pas, comme disent les jeunes, il n'y voit pas de problème.
Et vous voyez que ce changement cognitif est déjà là. J'ai aussi l'honneur et le plaisir de faire beaucoup de conférences dans l'éducation nationale, et c'est ce que disent un peu en venant du bas les professeurs, les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas l'autonomie cognitive que nous avions quand nous étions à l'école. À l'école, nous travaillions avec nos têtes. Pour eux, le réseau de neurones biologiques dans leur tête fonctionne avec le réseau de neurones artificiels, avec les deux. Les deux sont sous-systèmes de leur personne. Vous voyez, leur personne, vous voyez, personne, c'est une fiction juridique, leur personne est quelque part dans le cloud, un peu, regardez comme sur cette image. Vous voyez, sur cette image, le problème, ça ne sont pas les robots là qui sont là. Ça, je pense que c'est vraiment de la science-fiction. Pensez la cité numérique, pensez la société qui est la nôtre, un peu comme il y a d'un côté les êtres humains, de l'autre côté les robots. Non, 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 non. Là, c'est un leurre. Ce qui m'intéresse sur cette image, c'est que, regardez, toutes les têtes sont branchées au cloud, au nuage numérique, n'est-ce pas? Et vous voyez que ces personnes ne sont pas, même si physiologiquement ce sont toujours des corps humains, mais ne sont pas cognitivement autonomes. Et dans cette cité numérique, pensez le vivre ensemble, pensez les tensions, les conflits, la pacification, les relations entre ces êtres humains. Pour penser tout cela, on ne peut pas faire l'économie de cette nouvelle donne cognitive, comportementale, et fondamentalement anthropologique. Anthropologique parce que ces êtres sont un peu différents. Mais comment sont-ils différents? Vous savez, penser la nouveauté en éthique, c'est très difficile. Je ne pense pas qu'il y ait de la nouveauté en éthique, il y a de la nouveauté techniquement, ça c'est sûr. Mais en éthique, qu'est-ce que ça veut dire nouveauté? Un des grands scolastiques du XVIIe siècle, Francisco Suarez, qui vivait à la même époque que Hobbes, s'intéressait au grand sujet de toute l'histoire de la scolastique depuis le XIe siècle, le langage des anges, c'est-à-dire le langage des agents non humains qui parlent une langue comme la nôtre. Qu'est-ce que c'est que cette langue? Et parlait de cette cité des anges, de la République des anges. Comment ces agents vivent-ils ensemble? Et je pense que nous sommes aujourd'hui justement dans cette cité numérique. Alors, vous connaissez la cité de Dieu et la cité des hommes. Il y a cette cité numérique qui n'est pas une cité des anges, c'est toujours la cité des hommes. Mais les hommes se redéfinissent, interagissent avec le non-humain. Je termine avec deux exemples d'animaux, cette fois, pour vous montrer l'étrangeté de cette nouvelle donne qui est la nôtre. Le premier exemple, il est très simple. J'ai pris un modèle d'intelligence artificielle médiévale. Alors là, vous êtes à l'époque de Loyola. Saint Ignace, sauf que c'est en intelligence artificielle, donc ça veut dire que c'était en 2022. C'est le Moyen-Âge de l'intelligence artificielle. Et dessine-moi des baleines, dis-je, avec des sous-titres qui parlent de nourriture. Il me dessine des baleines avec les sous-titres et vous n'y comprenez rien. WACHZOD, qu'est-ce que c'est? Bizarre. Mais quelqu'un a une idée, ah bah tiens, je vais retaper ça sur le clavier. Et puis je lui demandais de me visualiser ça. Visualise-moi, montre-moi ce que c'est WACHZOD. Il vous dessine des calamars, des fruits de mer et des poissons. Hein? Et comment pouvez-vous comprendre cela? Quand vous êtes mathématicien, c'est très simple. Vous dites, et évidemment, c'est un vecteur d'un espace vectoriel de très haute dimension qui est très proche dans une certaine métrique d'un autre vecteur qui, lui, encode les calamars, fruits de mer et poissons. Mais que si vous n'êtes pas un mathématicien, alors comment pouvez-vous le comprendre? C'est de la traduction, n'est-ce pas? Quelqu'un traduit, alors, calamars, fruits de mer et poissons dans une autre langue, mais qui parle cette langue? Les baleines numériques. Vous voyez, il y a de la place pour des choses étranges dans le ventre numérique de ces systèmes d'intelligence artificielle. Oui, si on leur montre un corpus d'apprentissage dans le langage des chiens, des oiseaux, ils vont apprendre quelque chose que nos cerveaux ne peuvent pas apprendre. Et donc ces systèmes d'intelligence artificielle ne se limitent absolument pas à l'humain. Il y a beaucoup de place pour le non-humain qui nous paraît très étrange, mais avec lequel nous pouvons peut-être interagir. Interagir comment? Et c'est mon dernier exemple, que bien sûr vous connaissez par cœur. Genèse 1,5, Dieu envoie
les animaux et les oiseaux devant Adam pour qu'Adam leur donne des noms. Alors, ce que vous ne savez pas probablement, enfin peut-être que vous le savez quand même, il existe un commentaire, ce qu'on appelle un midrash, un commentaire très ancien à propos de ce verset, qui dit « Avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les envoyait devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors Dieu les envoyait devant Adam, etc. etc. » Et bien sûr, c'est une histoire mythologique, il faut toujours interpréter le mythe. Que peut-il bien signifier que dans le mythe, ou les anges, dans le mythe, parlent la même langue qu'Adam? C'est comme pour Francisco Suarez au XVIIe siècle. Les anges sont des agents non humains qui parlent la même langue. D'accord que nous. Mais comment est-ce possible que les anges n'ont pas su donner de nom, même s'ils parlent la même langue? Parce qu'un ange, vous savez, il peut faire un 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et il a des petits logos de Apple, Google, Android, même OpenAI, Microsoft sur les animaux, non? Oui, il peut faire un 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une fresque de monastère grec et je me suis permis d'ajouter quelques logos là-dessus. Alors, donner un nom. Donner un nom signifie plus que faire une référence, faire une étiquette, faire un label. Coller un label. Donner un nom signifie établir un rapport. Faire entrer l'autre dans notre monde, Adam ici symbolise l'humanité. Et c'est à travers ce rapport linguistique que l'autre, quel que soit son statut, qu'il soit animal, oiseau, système d'intelligence artificielle, fait partie de notre monde. Et c'est pour cela que le non-humain qui entre dans notre monde à travers ce rapport nous influence, nous change. Et tout ce que nous sommes, l'ensemble de notre condition humaine, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle, la vie politique, demain vous allez tous voter, vous voyez, l'ensemble de ces choses change à travers ce rapport. Donc, dans ce concept de noosphère, il est essentiel aujourd'hui de penser le non-humain et l'influence du non-humain sur l'humain, du coup, sur notre cognition et sur nos consciences. Je vous remercie.